pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 5e de couvre, l'émission de débat autour du manga. Du débat aujourd'hui, je sais pas s'il va y en avoir vraiment, mais pourquoi pas, puisqu'on est dans une émission vacances, nous on part en vacances, on s'en va, et donc du coup on vous fait une émission simple que vous avez faite en nous posant des questions. C'est ce qu'on appelle une FAQ. C'est un truc à la mode sur internet, c'est ça, il y a des gens sur le net. Ouais, c'est ça, sur le internet. Il y a carrément des streams, c'est comme ça qu'on dit des streams, messieurs? Il y a des streams de forum, oui. Oh, tout à fait, voilà. Bon, j'ai mis 2 mots côte à côte. Peut-être ça donnera un truc. Bref, on essaye d'être à la mode et on fait une FAQ avec vos questions que vous ne nous avez pas posées si souvent que ça, mais que vous avez posées hier ou avant-hier. Globalement, à peu près, on est à ce niveau-là. Mais tout à fait. On est d'accord qu'une FAQ, à la base, ça vient des forums. Oui. Ouais, ok. Foire, ok. Ouais, ça ou va, même, j'étais pas si même loin. des sites internet de ta banque, tu vois, par exemple. Oui, mais qu'ils ont pompé sur les forums. Okay. Il y a des chances. Ils ont bien des forums. Pompé sur les forums. Cagnard, t'as la parole. Il y a une question qui était revenue à l'époque et qui est alors à l'époque du mois de septembre, hein, attention, et qui est revenue là sur notre Discord. Une question très fréquente. Bah, oui. Est-ce que tu as vraiment bousculé Kishimoto? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé là? Il faut que tu dévoiles tout. Ouais, c'est malheureusement tiré d'une histoire vraie. Hein. Donc il y a l'événement qu'il y avait au Grand Rex autour de la Naruto Express. Ah ouais, j'allais dire Naruto Experience, mais Non, Konoha Experience. Ouais, c'est bon, on s'est tous trompés, ok? On est tous frères, d'accord? Moi j'ai rien dit. Et moi j'avais la bonne réponse. Donc après l'événement, il y avait un petit pot organisé ultra VIP et compagnie en présence de Kishimoto au Grand Rex. Bah pourquoi t'étais là-bas alors? Bah justement, c'est ça qui est très étrange, c'est que des fois j'ai vraiment des amis qui se souviennent de moi d'une manière assez miraculeuse, on va dire. Et du coup, j'ai été invité à y aller. Alors, ça veut pas dire que j'ai parlé avec lui ou quoi que ce soit, mais quand je suis rentré dans la salle, petite salle, exiguë, cocktail, serveur, on m'a un petit peu pressé. On m'a dit, vas-y, vite, si tu veux le voir, c'est maintenant et tout. Donc, on a accéléré le pas. Et effectivement, quand je suis rentré, j'ai un peu joué des coudes, pas méchamment, mais pour passer quand même. Et je me suis aperçu que j'ai mis un coup de coude à Kishimoto, en fait, qui était en train de remonter. De partir, lui. Non, il était pas en train de partir. Il allait prendre sa place pour faire un petit discours. C'est là qu'il s'est encore mis à pleurer, d'ailleurs. C'était trop touchant. Et donc, voilà, j'ai officiellement mis un coup de coude. Involontaire. Après, le mec, je l'ai vu venir quand même. Hein. Les pickpockets, on connaît. Hein. Mais voilà, très involontaire. Alors, par conséquent, Eris avait une question à la suite de cette information, à la suite de cette petite épopée cagnarienne. Est-ce que tu as bousculé d'autres mangaka dans ta vie? Oh je peux pas dire que c'était le premier non plus. J'en ai bousculé quelques-uns, effectivement. T'as roulé ta bosse? Ouais, on peut dire que j'ai roulé ma bosse. Alors j'ai pas mis des coups de coude à tout le monde, évidemment. Il y en a qui ont pris des balayettes, il y en a qui ont pris des coups de poing. Mais en gros, si la question c'est de savoir quels auteurs j'ai pu croiser pendant ma carrière, incongrue. Ouais, de manière un peu incongrue. Alors sur les mangakas, il y en a pas 15 000 non plus, mais Atsushi Kaneko. Waouh. Lui, on a pogoté ensemble, mine de rien. En concert? Ouais. Non, pas en concert, en fait. Il n'y avait pas de musique. En teuf, ouais, voilà. en teuf en goumazine. Boichi. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, Ken, il est super musclé et compagnie. Boichi, il est tout maigre. Hein. Il est tout petit, mais il est adorable, par contre. J'ai vu l'autrice de Five. Julie, est-ce que tu peux m'aider? Le shoujo qu'il y avait chez Kana. Ah oui, je vois très bien de quoi tu parles. Shiori Fukawa, je crois, quelque chose comme ça. Enfin là, je suis en train de lâcher des Et à l'époque, je crois qu'elle était la compagne de Tite Kubo. Oui, je crois qu'il y avait ce truc-là. C'est Furukawa Shiori. Ouais, qui est-ce que j'ai vu et à qui j'ai mis un véritable coup d'épaule T'avais pas croisé Urasawa? Ce que j'allais dire. Je pense que c'est alors non, moi, il m'a demandé où étaient les toilettes. Oui. Et je lui ai indiqué.
Wow. qui a photobombé une de nos photographies. Mais j'ai eu l'occasion de parler un petit peu avec lui, avec Urasawa, très rapidement. Hein. J'ai eu qui d'autre ou pour le coup, ça c'était un vrai coup d'épaule. Asano. Asano qui s'est pris mon épaule parce qu'il était dans un couloir très petit et du coup j'ai mis un coup d'épaule très violent, il est tombé à terre. Ah ouais. Et depuis il dessine plus. C'est un peu compliqué pour lui. Et après, évidemment, les mangakas français, Renaud, Tony, Guillaume Lapère. Ils donnent juste leur prénom maintenant. Là, oui, voilà. là on s'est clairement battu avec ces gens-là. C'était autre chose, quoi. Mais j'avoue que on travaille dans un milieu qui nous permet de rencontrer de mettre des coups d'épaule. De mettre des coups d'épaule. Et des balayettes. De rencontrer des auteurs, et ça, c'est cool. Par contre, s'il y a bien un truc que je peux résumer là-dedans, c'est que aucune de ces rencontres n'a été foncièrement intéressante, tu vois, parce que la barrière de la langue faisant, le traducteur faisant, en fait, t'as très rarement l'occasion de vraiment parler avec les auteurs. Le seul avec qui j'ai vraiment parlé... Kaneko. Bah voilà, qui parle anglais. Parle anglais et avec qui vraiment on a discuté de polar, on a discuté des influences. C'était une vraie discussion, quoi, et ça c'était vraiment cool. Les autres... je les ai croisés, j'ai échangé quelques mots, mais vraiment rien de plus. Alors qu'à côté des auteurs de comics, j'en ai rencontré quelques-uns, des auteurs franco-belges, j'en ai rencontré beaucoup. Et au final, mes rencontres avec les mangakas, c'est peut-être les moins marquantes. C'est plus les rencontres avec des auteurs avec qui, déjà, tu parles la même langue. Là, tu peux déjà beaucoup plus échanger et avoir des trucs bien plus intéressants, quoi. C'est dommage, quand même. Et vous, alors, vous avez mis des coups de coude un peu? Personne. Vous faites rien? Non. Seulement en sortant du métro, puisque les gens ne te laissent pas sortir. Donc tu sors toujours. Alors si jamais vous n'habitez pas à Paris et que vous prenez le métro pour la première fois, faut toujours sortir du métro ou du RER les coudes en avant. Les coudes devant, ouais. Les coudes devant, ouais, bien sûr. Parce que sinon, les gens ne vous laissent pas sortir et vous êtes repris par la foule et qui vous enferme dans le métro et vous restez des heures dedans à faire des tours. Même si vous sortez pas, restez devant la porte avec les coudes devant. Dans tous les cas, ça fait plaisir, ça aide les gens. Oui, voilà, c'est accueillant. En revanche, Fouleb avait une autre question qui est un petit peu reliée à ça. Est-ce que parfois on participe tous ensemble à des événements autour du manga? Japan Expo, je sais pas. On n'est pas tous ensemble. Oui, c'est vrai. On est rarement tous ensemble, c'est vrai. Oui. Par contre, oui, il peut arriver qu'on soit certains membres de l'équipe à Japan, à Angoulême. C'est vrai. Mais ouais, c'est vrai qu'on fait pas de convention spécialement dédiée au podcast où on serait tous là. C'est pas comme si on nous invitait après. Alors, je crois qu'on nous a déjà invités, mais qu'on n'a jamais répondu. Ouais, mais c'était hyper galère. C'est possible. Mais en tout cas, on a pu rencontrer certains d'entre vous, notamment à Japan. Donc oui, c'est voilà. Certains peuvent mettre un visage sur des voix. Mais moi, je peux officiellement dire que je serai à Angoulême cette année. Ah, c'est chouette. Enfin, cette année, en 2025. Moi aussi, ouais. j'y serai. Moi aussi, j'y serai. Je sais pas comment, mais on on presque y sera. toute l'équipe, parce que Johnny, je sais pas. Oh, c'est pas impossible, c'est pas impossible. Faut insister un peu. On va essayer de le motiver. Ouais. Mais en tout cas, même si on n'est pas tous là, si vous savez qu'on est à une convention, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, essentiellement dans les villes où il y a des très bonnes brasseries. Voilà. C'est critère numéro 1. Angoulême, alors, si vous voulez vraiment qu'on se voit, effectivement, Villepinte. vous pouvez mettre ça dans la balance, un petit verre, voilà. Ça se négocie, ça se négocie. Ah non, moi je parle vraiment d'une vraie brasserie, un fabricant de bière. Ah oui, lui, il a mis du level, quoi. Il y a du. Ouais, il faut une taproom, faut la totale, tu vois. Je suis pas sûr que ça soit intéressant. Bien sûr que si. Ah bon? La débauche. Ah oui. Excellente marque pour ceux qui aiment La débauche. La bière en général. La débauche. Voilà, c'était pas dans la FAQ, mais l'une de mes marques de bière préférées, c'est la débauche. Ah ok. D'Angoulême, voilà. Mais vous en savez un peu plus sur il y a moi un bar, maintenant. il y a le bar brasserie qui est dans Angoulême, parce que j'ai pas souvenir de. Alors c'est un petit peu à l'extérieur. Pourtant, je l'ai parcouru Ouais, voilà. en long et en large. Hein. Ça commence par, c'est un petit peu à l'extérieur. Il y a un bon gros 20 minutes de marche depuis la mairie. Ok. Est-ce qu'il faut monter une côte? C'est plutôt en descendant, non? Il faut descendre, toujours ouais. monter une côte à un moment donné. Ouais, mais non, c'est en descendant justement, c'est après la gare. Ouais, pour C'est rentrer, après la gare. Oui, donc c'est le rentrer, retour. Après ouais. la gare. Après revenir, oui, bien sûr. Selon où tu vis, après, ça dépend. On n'a jamais les appartements et les maisons et les logements au même endroit quand on va au festival d'Angoulême, parce que c'est un festival assez particulier, puisqu'il n'y a pas assez de logements pour accueillir tous les. C'est pas une très grande ville et non. c'est un festival international avec beaucoup de gens qui arrivent d'un coup, et effectivement c'est un peu sous-dimensionné en termes de logement.
Donc si jamais vous êtes auditeur, vous êtes jamais allé à Angoulême et que vous voulez y aller, prenez-vous-y très tôt pour réserver vos lots. Oui, genre maintenant. Oui. Ouais. Me dis Même pas limite, ça. Je suis en train de procrastiner. Oh, t'as raison. On vient de le dire dans un podcast. Prenez vos places. Donc voilà, dès maintenant, et surtout aussi pareil pour les billets de train, prenez les billets dès l'ouverture. Comme ça, vous avez le petit Wigo pas cher, un peu pourri, mais au moins ça coûte rien, quoi. Un sujet plus sérieux maintenant, plus que en tout cas mes goûts en bière. C'est Riku qui nous demande ça. Quel est notre avis sur le piratage et les lectures pirates ? Vaste sujet. Là, on peut partir pour 45 minutes. Oui. Qui commence? Vas-y, commence. Je vais essayer de résumer, mais je pense que le souci, c'est donc le fait de dire que ça participe à la visibilité du médium, des séries, des choses qu'on pourrait avoir. Et de l'autre côté, les ayants droit, et que ce soit en France ou au Japon ou dans d'autres pays, d'ailleurs maintenant, qui voient surtout le manque à gagner. Et le fait que certains pirates restent très campés sur leur position on participe à un mouvement pour faire connaître des choses qu'on aime. Quand il s'agit par exemple de One Piece, bon, ça ne marche pas, je suis désolée, mais je pense qu'il y a eu, c'est tout un pan de moi ce que j'appellerais la culture manga en très large, qu'il ne faut pas oublier en fait, parce que ça a effectivement eu une importance, en tout cas dès les années 90-2000, mais que de nos jours, ça va faire plus de 20 ans, il faut peut-être se remettre en question et voir qu'est-ce qui est bon à prendre, qu'est-ce qui ne l'est plus, quoi. Je suis pas si sûr, on peut pas être certain que ça a eu une importance pour le marché, pour l'économie du manga en France. On pourra jamais le chiffrer en tout cas. On peut pas le chiffrer. On n'a aucun fait en fait pour nous qui peut nous asseoir là-dessus. On n'a que des impressions. Exactement. Oui. Et des impressions, on n'en fait pas grand-chose malheureusement avec. Donc ça a une importance pour les êtres humains. Mm-hmm. Ouais, mais pour le marché manga, je pense que le Club Dorothée a beaucoup plus eu d'importance que le piratage, tu vois, par exemple. Et pourtant, on piratait nous-mêmes le Club Dorothée, puisqu'on enregistrait le Club Dorothée sur des cassettes qu'on se repassait derrière. Putain, c'est vrai. En fait, oui, je pense que le piratage en général accompagne un mouvement qui existe déjà. C'est jamais le piratage qui crée une dynamique, tu vois. Le piratage, il est un peu en écho d'un truc. D'ailleurs, il y avait qu'à voir à l'époque la série télé la plus téléchargée illégalement, c'était Game of Thrones, et on peut pas dire que c'est le piratage qui l'a fait connaître. Et c'était aussi la série la plus vue tout court. Voilà, c'était la série la plus vue. Donc je pense que c'est un truc qui accompagne. Après, là où je rejoins Julie, c'est quand même que il y a un vrai effet communautaire, c'est-à-dire que les sites de Scantrad et tout, on peut pas le nier. Ils ont créé une espèce d'effet de communauté avec un habitus, tu vois, les gens lisent des scans et en parlent et machin. Enfin, c'est devenu un truc vraiment courant, comme à l'époque, effectivement, on téléchargeait nos épisodes de Lost ou de je sais pas quelle série qui sortait aux États-Unis et qu'on n'avait pas forcément instantanément chez nous. Le truc, c'est que nous, cet habitus-là, pour quand on téléchargeait illégalement des séries ou des sons ou des trucs, ont été cassés par des propositions et des offres qui nous permettaient de ne plus avoir recours à ça. Et il me semble que dans le manga, c'est un peu ce qui est en train de se passer, c'est que maintenant, l'offre légale, elle est suffisante, ou en tout cas quasiment suffisante pour que les gens n'aient plus besoin d'avoir recours au scan. Donc moi, ma position, elle serait assez, je dirais, libérale, entre guillemets. C'est genre, piratez ce que vous voulez, faites-le, il n'y a pas de problème. Enfin, chacun est responsable de ce qu'il fait. Maintenant, le criez pas sur les toits et dites pas que c'est vous qui contribuez à l'émancipation du manga. C'est juste, vous avez peut-être pas les moyens ou envie de payer un truc, vous le téléchargez illégalement. Ayez juste conscience que vous n'avez pas le droit de le faire, quoi. Et après, c'est en votre âme et conscience. Mais il faut pas partir dans le truc de se dire, c'est nous les vrais fans, c'est nous qui créons vraiment le manga en France, qui avons créé le manga, tu vois. Mais je te rejoins vraiment sur le point de
pas besoin de le crier sur tous les toits. Clairement, tu n'as pas envie de payer tes impôts, t'as envie de faire autre chose, t'as envie d'écrire riz au moment où tu prends des noix de cajou au supermarché. Tu fais ce que... Mais juste t'as conscience que t'as pas le droit de le faire. T'as conscience. Voilà, tu fais ce que tu veux. Et t'es pas obligé de le crier sur tous les toits et de faire un mouvement noix de cajou à la place du riz, tu vois, t'es pas... Et surtout, tout ça est né aussi de ce que tu disais, Julie, de mouvements de gens qui étaient presque comme une association ensemble à avoir l'impression de créer quelque chose. Et ça, c'était des bonnes dynamiques, ça partait de bons sentiments. Après, c'est à partir du moment où, pour payer tes serveurs parce que t'as du monde qui vient, tu mets des pubs partout, des pubs dégueulasses et ainsi de suite. Bah là, on n'est plus du tout dans un modèle associatif communautaire. Là, on est dans un modèle où tu te fais de l'argent, où tu en gagnes, où quelqu'un en gagne en tout cas à la fin. Sur le dos de quelqu'un, en l'occurrence, tu fais de l'argent sur le dos des auteurs qui, eux, n'auront pas d'argent à partir de leur propre. Et même, ça se trouve, certaines teams de cette époque se faisaient elles-mêmes un peu rouler dessus par des gens qui voulaient se faire de l'argent en scred, comme ça. Enfin, tout est possible à partir de ce moment-là. On est dans quelque chose de totalement flou, quoi. Oui, et puis en fait, je pense que ce qui est très difficile, c'est que très flou, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui participaient parce que c'était des gens déjà en ligne. Enfin, je veux dire, ils ont peut-être jamais rencontré les gens avec qui ils faisaient ces projets de traduire, cleaner des fichiers et les mettre ensuite à disposition, etc. En plus, certaines équipes étaient assez rodées, donc ils suivaient les rythmes de parution japonais qui sont pas rien, quoi. Enfin, il faut quand même le dire, hein. C'était quand même hebdomadaire pour certaines séries. Mais à côté de ça, il y a des équipes qui ont tout de suite dit, ok, une fois qu'on a été contacté par des ayants droit et que, par exemple, tel ou tel éditeur français annonce qu'il va donc traduire la série, ils se sentent plus légitimes et ils lâchent le truc en disant maintenant c'est disponible, faites l'effort de soutenir la production, les auteurs, et ça, je trouvais que c'était intéressant de voir qu'à côté de ça, tu as toujours ceux qui font beaucoup plus de bruit et qui sont pas forcément les plus vertueux, si on peut se poser d'un point de vue moral, quoi. Kenya, on t'a pas entendu encore sur ce sujet? Ouais, je préférais vous écouter avant parce que moi je suis contre. Je pense qu'il faut les fusiller, clairement, on peut se le dire maintenant. Oula. Tu leur dis leur mettre des coups d'épaule. Coup d'épaule pour tout le monde là. Non, parce que je trouve que c'est une question qui est à la fois particulière parce que il est question vraiment d'un point de vue légal, mais il est aussi question d'époque beaucoup et de consommation, de manière de consommer. Je veux dire, moi j'ai toujours consommé illégalement. Une partie de ma culture cinéma vient des films que j'ai téléchargés. Une partie de ma passion pour le manga, j'étais tellement boulimique de manga que l'un des seuls moyens que j'avais pour continuer à en lire, c'était le scan aussi. Et il y a aussi le fait que alors moi j'ai très rapidement acheté des mangas, commencé à acheter des mangas, mais je pouvais pas en acheter autant que je voulais, très clairement. Et il y avait plein de gens autour de moi qui n'auraient jamais lu un manga ou vu un animé si ça avait pas été téléchargé. S'ils avaient dû payer pour ce contenu, ils l'auraient jamais fait. Du coup, il y a eu un effet bénéfique, évidemment, avec ça. Maintenant, le problème que j'ai pu voir, et là on n'en arrive même pas à de nos jours, on arrive plutôt à il y a 10 ans, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a eu quand même des effets pervers à ça. D'une part, les communautés qui se sentaient un petit peu surpuissantes, et d'autre part, une mauvaise éducation aux lecteurs. Une mauvaise éducation je me souviens parfaitement avoir des conversations quand j'étais à la fac ou un peu après, des gens qui me voyaient avec... oui, non, mais cette phrase, elle date d'avant. Le fait est que les gens me voyaient avec un manga et me disaient, mais pourquoi t'achètes un manga? Tout est gratuit sur Internet. Et quand je disais simplement cette phrase de tu te rends compte que si tu lis ça gratuitement, l'auteur ne touchera rien, ils s'en rendaient même pas compte. Parce que je les crois, vraiment, je les croyais en tout cas. Je les croyais, mais c'est cette partie qui a eu pour moi de mauvaise éducation. De dire de toute façon, Internet c'est libre, Internet c'est gratuit, donc tout doit être gratuit. Et je pense que ça a donné des mauvaises habitudes, et même des mauvaises habitudes qu'on a pu voir sur d'autres secteurs, comme le graphisme par exemple, tout simplement, je vais te filer de la visibilité, tu vois, toutes ces mauvaises manies qui ont commencé à arriver avec Internet, parce qu'Internet n'était pas bien géré, il est toujours pas bien géré maintenant.
Et alors maintenant, effectivement, il y a une proposition légale qui est en quasiment 24 heures après, t'as ton chapitre. Ouais, après, la proposition légale, elle reste assez mince pour l'instant. Bien sûr, elle te demande, en fait, elle te demande une certaine exigence de te tenir à jour, et si tu veux revenir plus tôt dans la série, bon bah faut payer. Alors très bien, c'est relou, mais de l'autre côté par exemple, je vois pas pourquoi on rentre jamais l'histoire des bibliothèques dans cette question. Tu veux des mangas et t'as pas moyen de les payer, va les chercher en bibliothèque. On sait très bien que les bibliothécaires maintenant ils font un taf de ouf, tu vois, pour développer ça. À un moment, faut être honnête, c'est bien plus pratique d'être dans ta chambre et de juste télécharger ton fichier PDF, tu vois, ou EPUB, ou j'en sais rien. Et moi je pars toujours du principe de si tu n'as pas les moyens, vas-y. Après, c'est aussi aux industries de faire le bon pas. La musique, souviens-toi, il y a 20 ans, la musique et Internet, soit on écoutait la radio, soit on piratait des choses, et on se les passait. Et même, et je remonte à 40 ans, hein, je parle de ma grande sœur, la musique, c'était une personne qui achetait une cassette. Ouais, la cassette audio. Et toute la classe la copiait. Bien sûr. Et il y a eu la même avec les CD après, etc. Les films DivX, les animés DivX. C'est un truc de jeunesse aussi qui fait partie de tout ça. Et donc l'industrie musicale, elle a réussi à se renouveler en créant une offre. Et c'est aussi l'offre qui va aider. Mais la différence, c'est l'industrie musicale, c'est que eux, le risque était bien plus grand. C'est-à-dire que ils allaient disparaître. Vraiment, ils allaient complètement disparaître s'ils faisaient pas ça. Alors qu'on sait très bien que dans l'édition, ok, on n'est pas content. Enfin, les éditeurs, les ayants droit sont pas contents, mais ça met pas en péril leur modèle économique, ça les fait juste chier en fait, qu'il y ait du manque à gagner quoi. Après, alors pour l'avoir un peu vécu de l'intérieur, c'est vrai qu'il y avait le principal souci, bon, nous on parle de Scantrad parce qu'on est quand même un podcast sur le manga, mais je pense que l'animation a aussi énormément souffert de ça. Mais il y a eu exactement le même problème d'éducation où quand les animés ont commencé à devenir payants, il y avait des gens qui se plaignaient en disant mais c'était gratuit, c'est illégal ce que vous faites. C'est dans ce sens, non mais j'ai déjà vu des trucs comme ça. On a fait de la pédagogie là-dessus. C'était dans ce sens-là où il y a eu une vraie mauvaise éducation. C'était vraiment très difficile. Et ce que moi je voulais rajouter, c'est que du côté des éditeurs et des ayants droit, il y a aussi le souci que Internet, c'est vraiment très récent et les outils juridiques ne suivent pas. Bien sûr. Donc, il y avait aussi tout ce flou qu'il fallait consolider. Je pense que désormais, c'est un peu plus rectiligne, je sais pas, qu'il y a un peu, en tout cas, les grandes lignes qui se dessinent et des vrais textes de loi sur lesquels on peut s'appuyer, ce qui n'était pas possible tout de suite après, aux alentours des années 2000. Tu vois. Puis, c'est surtout que les serveurs Internet, c'est quand même globalement des entreprises de tech américaines. Enfin voilà, il y a plein de tu passes par plein de il y a des failles partout en fait. Et puis je pense aussi du côté des éditeurs japonais, il y a un truc qu'ils aiment pas du tout avec le Scantrad, c'est qu'ils ont pas de contrôle sur ce qui se passe aussi. Ils savent pas qui traduit, ils savent pas qui fait les mises en page, des trucs comme ça. Et on sait très bien comment ils sont les éditeurs japonais. Ils aiment pas quand ils ont pas le contrôle. Il y a les éditeurs japonais et il y a les mangaka eux-mêmes avec des mangaka qui sont d'une autre génération pour certains et qui pour d'autres, qui même pour ceux qui sont de cette ancienne génération, mais pas que, refusent que leur histoire sorte du pays. Et donc évidemment il n'y a que le piratage dans ce cas-là ou alors apprendre à lire le japonais, c'est au choix, pour pouvoir dans ce cas-là accéder à ces œuvres. Mais là c'est un choix de l'auteur entre guillemets et malheureusement tu peux pas aller contre quoi. Ça peut arriver. Il y avait un dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est moi j'ai toujours été pour, honnêtement, et si j'ai toujours été pour, c'est aussi parce que la plupart des gens qui lisent un scan finissent par acheter les mangas. C'est pas comme si on avait une vraie diminution des ventes. Regardez les ventes du manga, tu as les 10-15 dernières années. Il n'y a pas eu depuis la création de la 5e de couve. Déjà, ça, mais tu vois, il n'y a jamais eu d'effondrement du marché. Et on sait, on sait que les amateurs de manga, ceux qui aiment vraiment ça, ils achèteront, ils finiront par acheter même un tome au hasard, tu vois, mais histoire de l'avoir dans sa collection. Donc c'est vrai que moi j'ai jamais ressenti ce truc, il y a du manque à gagner, tu vois, on passe à côté de lecteurs, on passe à côté d'acheteurs plus que de lecteurs. Et du coup, moi j'ai toujours été pour, et en même temps j'ai un peu l'impression qu'à l'heure actuelle c'est devenu un problème un peu mineur, tu vois, qui est plus trop dans l'air du temps. Pour moi, le vrai problème dans cette industrie, ça reste encore le coût de la lecture online. La lecture numérique. En fait, ce coût, il s'explique parce que mettre
des chapitres en ligne, ça a encore un coût humain de travail, de fichiers et ainsi de suite, puis de royauté, de droit. C'est finalement assez coûteux malgré tout. Et de plateformes qui évidemment des commissions. Des commissions. Après, c'est ça qui est super intéressant avec cette problématique, c'est que finalement, nous, on a tendance à voir les choses de la petite lorgnette du marché français, mais finalement, quand tu es éditeur japonais, tu reçois des demandes de tous les pays. En tout cas, de là où ton œuvre risque de plaire. Et c'est ça qu'on voit pas, c'est un peu la partie cachée. Et moi, je trouve que c'est fascinant aussi au niveau du droit international, de comment il faut s'aligner entre les pays aussi. Il faut trouver un terrain d'entente, une législation qui convienne au plus grand nombre. C'est des choses qui sont complètement exotiques pour moi. Pour le coup, c'est vraiment un domaine que je ne maîtrise pas du tout. Mais je trouve que les gens qui doivent façonner les chemins là pour les 20 années à venir, ils ont beaucoup de mérite. Espérons qu'ils fassent de grandes études et qu'ils fassent des jolis textes de loi pour encadrer et nous permettre de lire toujours plus de mangas. D'ailleurs, allons au Japon maintenant. C'était Eris qui nous posait cette question. Si chaque membre de l'équipe avait le pouvoir d'éditer un manga inédit en France, quel titre ça serait? Et je commence par moi. Alors mon titre, ça serait Kochikame, juste pour être le mec qui édite Kochikame en France. Le mec qui s'est tiré une balle dans le pied. Ah ouais, c'est beaucoup. Genre, tu sais, je voudrais rester dans l'histoire et je serais l'éditeur de Kochikame. Kochikame, c'est le manga du Jump qui a la plus longue longévité, qui a la plus grande longévité et qui serait donc absolument invendable en France. Mais moi, je sortirais tous les tomes, format normal et tout. Comme, il y en a combien déjà? Plus de 100. Oui, c'est ça. Ouais. Alors. Et je ferai un système d'abonnement aussi. Ouais. Et les gens seraient obligés d'acheter par 35 tomes. C'est au kilo. En numérique. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoute, bon courage. C'est le modèle Mega, non? Pas loin. Pas de numérique, que du papier, tu vois. Ok, d'accord. Bon courage, ouais. Ouais, moi, ça serait vraiment comme ça. J'aurais une espèce de fame assez incroyable. Tu sais, il y aurait la page Wikipédia. Ouais. En France, c'est Maxime Bender qui a d'abord édité ce manga. Tout pour la fame. Bon, moi je vais pas être trop original et en fait mon manque d'originalité viendra de mon manque de curiosité des publications japonaises puisque je ne suis pas les publications japonaises, donc je vais dire pourquoi pas éditer Buzzer Beater de Inoue, tu vois, personne l'a fait. Je veux ma page Wikipédia aussi. C'est clair, non, ça serait pas mal la page. Alors Buzzer Beater, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est? C'est l'expérience en couleur de web manga qu'a lancé Inoue à la fin de Slam Dunk. Ouais. C'était une expérience. Que j'ai lu. Oui, ça vous le trouvez sur internet. Oui, ça se trouve facilement. Est-ce que ça mérite d'être édité en France? Non. Mais oui, carrément, je vais le prendre quand même. Julie, Robin, vous avez une idée, vous, de votre côté? Moi, ce serait Gone. Parce que l'édition qu'on a, elle est pas à la hauteur de ce monument. Putain, mais faut trop que tu deviennes l'éditeur de Gone en France, mec. Et je veux être l'éditeur de Gone. J'avais acheté l'édition italienne qui était très belle. Des grands formats, un coffret avec des petits effets de fab et tout. Et l'avantage, c'est que comme c'est muet, je peux prendre l'édition italienne, je m'en fous. Et voilà, moi je pense que je voudrais être l'éditeur de la perfecte édition de Gone en France. Attends, est-ce qu'on peut faire comme du piratage à l'ancienne? Viens, on photocopie les pages de cette édition italienne et on les agrafe et on les vend dans des conventions. Ouais, on va faire ça. Dans des conventions que sur des dinosaures. Pas du tout du manga. Après, il suffit de télécharger un scan, il n'y a pas de souci. Non, je préfère à l'ancienne, vraiment. Tu photocopies, vraiment. Je trouve ça fou que cette série ait pas de perfecte édition chez nous, quand même. C'est culte, quoi, non? Je sais pas. Alors que. Alors, je me doute que ça se vend pas très bien. Il y a plein de trucs qui sont cultes et qui n'ont pas de. Mais c'est quand même un personnage qui était dans Tekken, tout le monde le connaît, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et alors, figure-toi que quand on a fait l'émission sur le manga comme outil pédagogique, on a parlé de ce document qui avait été mis en place par le syndicat national de l'édition pour proposer des outils aux professeurs. Et Gone est dedans. Ouais, il était dedans. Ouais. Incroyable quand même. Mais c'est vrai que c'est une série qui est pas logée à sa juste valeur en France. Je trouvais en même temps, même si il y avait une perfecte qui était lancée, tu vois, je suis même pas sûr que ça prendrait vraiment. Moi, je pense que si maintenant c'est la folie des perfects, les gens ils sont dingos. Et là, tu peux jouer aussi sur le côté quand même. Parce que le Gone, ok, c'est cool, c'est marrant et tout, mais c'est genre hyper bien dessiné, quoi. Ça mérite des grandes pages, c'est magnifique, quoi. Une expo, une bonne expo en Angoulême. Une bonne expo en Angoulême, ça pourrait. Alors, oui,
tout le monde me regarde. Écoute, je sais pas, moi j'ai plein de titres japonais là qui me tournent dans ma tête, mais non, ce que je dois dire, c'est que je suis super contente parce qu'en général, quand je lis des nouveautés et que je les trouve vraiment classe, elles finissent chez des éditeurs français, donc je trouve ça vraiment cool. Madame est dans la place. Et après, non, mais je pense que c'est... Enfin, vous vous rendez pas compte du tamis qu'il faut avoir. Enfin, t'as quand même donc le premier qui est vraiment avec un gros maillage pour laisser passer tous les trucs. Alors, je suis désolée, mais pornographique. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Et là, vraiment, t'en as mais une palanquée. Enfin, je sais pas comment ils arrivent à en produire autant, mais bon. Et du coup, lequel tu voudrais éditer en France? Moi, personnellement, je te vois comme une douanière. T'es à l'entrée et t'es là genre, non, pas bon ça. Porno, mauvais porno, mauvais porno, mauvais porno. Bon porno, si celui-là, c'est bon. C'est avec vraiment un tapis comme ça qui roule et vraiment les tri, genre là. Comme les chats avec la patte là. Non, mais parce que, écoute, non, il y a des choses qui sont effectivement bien. C'est quand même mieux quand les gens sont d'accord et consentants et adultes. Voilà. Moi, je vais vous parler d'un manga qui aurait pu être dans les propositions de manga qui n'est pas édité en France, mais ça y est, il est édité en France, ce manga. Ça s'appelle Losers. Il n'y a que moi dans l'équipe à l'avoir lu. Oui, pour l'instant, parce que je voulais pas vous le passer, parce que je voulais pas que vous me disiez mais non. Je voulais pas être contredit, donc je ne voulais pas passer. Bonne ambiance. Pas con. Losers de Koji Yoshimoto qui sort aux éditions Akata. C'est un manga absolument génial sur l'histoire du manga dans les années 60. Là, dit comme ça, effectivement, ça a l'air un peu ronflant. Sauf que c'est un cours d'histoire sur comment le manga est né, le manga seinen, comment il est né, comment on le connaît aujourd'hui. Mais à travers une histoire, jamais t'as l'impression qu'on essaie de t'apprendre quelque chose comme dans les mangas pédagogiques que Kenyan déteste. Ça a l'air chiant pareil, t'inquiète. Là en plus l'objectif est affiché. Oui, mais après là, je trouve qu'il y a quand même une espèce de mise en avant des mangas qui parlent des métiers de l'édition depuis quelques années, et carrément, ça c'est super chouette parce que on voit en plus avec différents filtres, donc ça peut être le filtre très comique, très dans l'action, enfin voilà, il y a différentes façons d'aborder. Action encore. Je trouve que je sais pas. Si quand même. Bakuman. Ouais. Où est-ce qu'il y a de l'action le corbeau. Le truc de Koji Seo là. Tu mises très bas sur l'action. Donc... Alors oui, il y a beaucoup de mangas d'action éditoriaux. Non mais bon, en tout cas, on peut s'instruire sur le milieu de l'édition japonaise, en tout cas avec plein de choix différents quoi maintenant. Et donc l'histoire de Losers, on est en 1965 au Japon, une époque où le manga est considéré comme un loisir pour enfants, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, et donc dans une petite maison d'édition installée dans un vieux bâtiment, il y a une équipe qui va donner naissance au magazine Manga Story et qui, en récupérant une proposition, des planches à la poubelle, découvre Monkey Punch. Yeah. Qui ensuite fera Lupin et fera la gloire de ce magazine et qui aura la carrière qu'on lui connaît aujourd'hui. Mais c'est super bien fait, c'est comme des épisodes, c'est feuilletonnant, ça me rappelle aussi Yawara par moment. Enfin, je pense que c'est aussi un manga que Urasawa a dû lire. J'en suis à peu près sûr. Il faudra lui poser la question si jamais il revient en France. Mais la prochaine fois que tu le croises aux toilettes. Si je le croise en lui indiquant les toilettes, pardon, parce que on dit pas que je me balade toujours avec une pancarte en disant les toilettes c'est par là. C'est comme ça que t'as rencontré le maximum d'auteurs. Exactement. Donc voilà, allez jeter un œil. Je sais qu'on vous a conseillé plein de mangas là depuis le début d'année. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont craqué tout leur PEL pour acheter Gundam. C'est dans les cas de déblocage anticipé en même temps. Ouais. Donc vous croyez que c'était une simple FAQ, mais non, on va encore vous conseiller des mangas. Je suis désolé. Mais voilà, Losers, avec Korika Iteshine, ça fait partie des mangas là, de cette rentrée aussi absolument fou sur lesquels vous devez sauter. Voilà, c'était mon petit coup de cœur de lecture là. Je trouvais que c'était le bon moment pour en parler. Vous en avez eu un vous récemment ou pas? Moi j'ai lu un peu une histoire aussi d'édition, puisque je parle du dernier Taiyo Matsumoto qui va sortir chez Kana là, donc c'est Tokyo de nos jours je crois le titre en français, et c'est Taiyo Matsumoto, je suis très contente, mais c'est beau, c'est poétique, il y a plein de
dessins incroyables et de personnages. On ne sait pas trop quelle est la part du vécu en fait dans l'œuvre, mais sachez que quand vous êtes un créateur, un mangaka, vous êtes sans doute un petit peu bizarre. Mais moi j'aime beaucoup. Enfin, ça rappelle effectivement, il y avait Koleka Iteshine, mais il y a aussi Rien, puis il y a Hitman. Enfin, il y en a plein qui parlent finalement des coulisses de l'édition. Et Bakuman. Évidemment Bakuman qui est toujours aussi pas mal là-dessus. Est-ce qu'il y en a d'autres récemment? Il y en a qui parlent des coulisses de l'animation aussi. Alors il y avait No Manga No Life de Mochizuki. C'est pas vraiment les coulisses de l'édition, mais c'est la vie d'un auteur d'un mangaka qui a quasiment le même nom que son auteur. Donc c'est très cool aussi. C'est très petits instantanés de vie. En fait, ça me fait presque plus penser à du comics indé que du manga, mais c'était très cool. Slice of Life aussi, par l'auteur qui avait fait Barakamon, nous mettait en scène un mangaka. C'est facile pour les mangakas de mettre en scène des mangakas. Bon, et toi, Cagnard, t'en as un petit ou pas? Ouais, non, j'en ai un gros. Moi, c'est FreakWest. Parce que bande de petits salopios, vous avez fait votre émission dans votre coin sans moi. J'étais tout seul. Bon, j'ai beaucoup aimé l'émission, elle était hyper intéressante. Mais vraiment, je le dis en toute honnêteté, j'ai pris une bonne claque sur ce titre. Autant au niveau du dessinateur que je découvrais et que je trouve très technique pour son âge. Autant sur le ton, j'ai trouvé que Renaud, il était encore plus en maîtrise de narration sur ce titre. Il y a des changements d'ambiance, des changements de rythme, où vraiment plusieurs fois en lisant, je me suis vraiment arrêté. Au début, je me suis dit ouais, mais en même temps, t'adores Renaud, donc c'est normal que voilà, ça te plaise. Et en fait, plus j'avançais et plus je me disais mais non, mais c'est vraiment bien en fait. Et là, c'est vrai que depuis le début d'année, en termes de shonen, moi, je pense vraiment que c'est ce que j'ai lu de plus rafraîchissant. Là, pour moi, je trouve qu'il y a même en plus une étape qui est un petit peu franchie dans le sens où voilà, des dessinateurs comme Néo maintenant, c'est trouvable en France, des mecs qui gèrent vraiment bien, qui ont un style propre, où on va pas se dire ah, ça ressemble à du manga japonais. Non, il a son style. Et du coup, voilà, vu que j'ai pas eu le temps, j'ai pas été invité à l'émission avec Renaud Le Maire. Il vous en veut. Bien sûr que ça passe pas, bien sûr. Johnny était persuadé qu'il était Cagnard était là. On n'attend pas Cagnard pour faire l'émission. Non, il va pas venir. Ah, merde. Mais vraiment une belle découverte. Et voilà, du coup, je conseille à tous les auditeurs d'y aller parce que toujours dans cette idée de supporter la création française et d'autant plus quand elle est de qualité, je pense que c'est important. Et comme dit Renaud Le Maire, vous n'êtes pas prêt pour le tome 2. Mais ouais, il m'a tellement énervé. Il nous avait pas fait ça 4 fois déjà dans notre émission. Genre, vous êtes pas prêts. En même temps, le tome 2 n'est pas prêt. Donc finalement, on est au même niveau. Personne n'est prêt. Voilà, un point partout. Exactement. On fera un petit top comme l'année dernière de nos créas, des meilleures créas françaises ou de ce qu'on a envie de souligner. Du coup, on mettra pas FreakWest dedans parce qu'on en a assez parlé, mais on va en trouver d'autres. Maintenant, voici une question qui revient extrêmement souvent depuis bientôt 10 ans. Ah. Oui. Punaise, ça fait mal. Cette fois, c'est Ryoben qui la pose. Alors, comment est né le projet 5e de Couve? Comment est né le projet 5DC? Cagnard, le projet 5DC. Commence à expliquer, non pas ce que tu étais en train de montrer à Robin, mais comment est né ce projet? En vrai, je me souviens plus trop, tu vois. J'ai essayé d'y réfléchir. Cette question, je l'ai vue passer. Donc, j'ai un petit peu essayé d'y réfléchir aujourd'hui. Et je me suis dit, en vrai, je me souviens pas vraiment comment c'est parti. Donc, je me suis dit, ouais, soit t'inventes un truc, soit essaye de revenir genre à pourquoi toi t'as voulu participer à ce podcast. Et Maxime, je te laisse combler les trous de la création pure du podcast. Et alors moi, je reviens quelques années en avant, quand t'es encore chez Ankama, et tu développes un petit programme qui s'appelle la Minute Manga. Tout à fait. Tu t'en souviens ? Bien sûr. C'est encore disponible. Avec notre ami Fabien, que l'on salue s'il écoute cette émission. Et c'est encore disponible sur YouTube. N'hésitez pas à les regarder. C'était un petit programme court en animation et ça présentait un tome 1. C'était en 3 minutes, 5 minutes. En 1 minute. La minute manga, c'était un concept. Bien vu. C'était bien pensé. Hein. Et c'était vraiment cool comme émission. Et je me souviens qu'en même temps, à l'époque, je m'étais senti
terriblement vexé de pas avoir été invité à ce truc. J'étais là, mais attends, les mecs ils parlent manga, et moi j'aime bien le manga et tout. Donc j'avais vraiment un truc de mais pourquoi ils m'invitent pas? En fait, vous étiez déjà 2 sur une émission d'1 minute, évidemment, il y avait pas de place pour moi, quoi, c'était à peu près normal. Et je crois même que j'avais été un peu dur sur certains de vos épisodes quand je vous en parlais, j'étais un peu dur parce que la voix du seum, quoi, normal. Ça coïncide exactement avec le moment où moi je commence à découvrir les podcasts tout court et je découvre le format long du podcast. Je commence à écouter 2 heures de perdu ou un autre podcast qui s'appelait Split Screen, c'était un podcast de cinéma. Il faisait des émissions de 3h30, tu vois, sur un réalisateur et tout, et j'adorais ça. Et je me suis dit, c'est vraiment ça, c'est un truc dont j'ai envie de pouvoir parler vraiment pendant des heures et des heures, tu vois, de manga. Et je trouvais qu'il y avait aucun format qui s'y prêtait dans ce qui existait, tu vois. Et très rapidement est arrivé le truc de la limitation du tome 1, comme vous l'aviez pour la Minute Manga, tu vois. J'en avais marre de voir des articles, des vidéos YouTube qui parlaient uniquement du tome 1. Je trouvais ça tellement ridicule. Les tomes 1 des mangas, c'est rarement les meilleurs tomes d'une série, donc j'avais vraiment ce besoin de me dire, oui, bah ok, très bien, tu connais le tome 1 de cette série, mais est-ce qu'on peut parler de ce qui arrive après, tu vois, est-ce qu'on peut parler des cycles après, des passages importants? Et ça, je me souvenais que ça me tenait vraiment à cœur, parce que j'avais vraiment dans l'idée, ça reste trop de surface à chaque fois, et à chaque fois j'ai l'impression que le contenu ne m'est pas adressé. C'est adressé à des néophytes qui, voilà, veulent découvrir le manga, mais on ne rentre jamais, genre, voilà, je tombais très rarement sur un dossier, tu vois, l'arc de Zabuza dans Naruto par exemple. Voilà, moi c'était de ça dont j'avais envie de parler, et de prendre vraiment du temps et d'avoir un truc, de passer ce gap de on vous parle d'un tome 1. Alors un tome 1, c'est ça, c'est l'histoire d'un orphelin, et c'est l'histoire d'un orphelin, et ça revenait tout le temps. Et là, oui, très bien, mais on peut parler aussi des vrais, enfin pas des vrais, mais des histoires qui arrivent derrière. Et j'avais, moi, cette volonté, et je pense que les auditeurs, et vous-même, vous me connaissez, mais j'avais vraiment cette envie de mélanger les genres. J'adore le cinéma, j'adore le comics, j'adore la BD, et j'adore tout mélanger, parce que je trouve que c'est vraiment là qu'on arrive à sortir des idées, à voir des similitudes, voir des différences. Et je trouve que c'est vraiment ça qui est le plus intéressant dans cette émission, en tout cas à titre personnel, parce que au final, ce dont je parle dans cette émission, c'est exactement ce que je suis, un mélange entre le cinéma, la BD, le basket, le rap, tu vois. Et j'avais envie qu'on puisse passer d'un genre à l'autre, faire des comparaisons et de pas se cloisonner au manga uniquement, quoi. Voilà. Factuellement. Alors, quel trou as-tu à remplir? Alors, factuellement, on est en 2014, rappelez-vous. 2014, je change d'orientation professionnelle, je déménage. Très important le déménagement, je déménage dans une ville qui s'appelle Saint-Ouen, moi effectivement j'écoutais des podcasts et des émissions de radio en fait depuis bien longtemps, parce que moi j'ai grandi avec quelqu'un qui avait le même patronyme que moi ou presque, qui était Max de Fun Radio, si bien que je suis parti faire des études pour faire de la radio, et que j'ai fait de la radio, puis je me suis retrouvé à Radio France pendant quelques années à travailler avec des gens qui ont d'ailleurs depuis fait des podcasts, comme je pense à Jean Z qui était sur Nos Ciné, oui. Où j'ai bossé aussi plusieurs années avec plusieurs années avec McFly de McFly et Carlito, et donc forcément, voilà, à force d'entendre, d'avoir des gens aussi qui eux-mêmes changent de projet, vont faire d'autres choses, et puis moi aussi en allant chez Ankama à l'époque, je créais plein de programmes, mais il y avait rien de très libre, c'était toujours un tout petit peu promotionnel, ou alors avec une envie ou une volonté de mettre quelque chose en place avec un business model, des choses derrière. Et finalement l'idée c'était de retrouver une parole un peu libre, comme les radios libres, et comme ce que j'ai entendu en grandissant. Et en même temps, il y a une autre émission aussi à la radio qui s'appelle l'After Foot, qui n'était pas du tout sur nos sujets, mais que je trouvais assez... Oui, c'est vrai que tu la prenais souvent comme exemple. Assez formidable en termes de liberté de parole par rapport à l'époque et à ce qui se faisait, qui est devenu aujourd'hui le premier podcast de France. Après, c'est sur le foot, ils ont un peu plus de potentiel que nous. Plus mainstream, quoi, on va dire. Légèrement plus, ouais.
Et donc voilà, on partait de ça, on discute avec Cagnard et je lui confie, je lui confie cette envie. Il me dit non mais vas-y, viens, on fonce, viens, on le fait. Et j'en parle à Flavien qui était avec nous dans le podcast et à Johnny qui ensemble faisaient une web télé, des émissions et des vignettes, des vidéos sur YouTube pour un truc qui s'appelait manga.tv à l'époque. Et Flavien à cette même époque lance lui aussi le projet de faire de Manga TV quelque chose de professionnel avec l'idée d'en faire un site qui pourrait le faire vivre en faisant différents projets rattachés. Et je lui dis écoute, t'as un bureau qui est en face de chez moi à Saint-Ouen, d'où l'importance de mon emménagement, et il suffirait juste d'avoir un tout petit peu de matos, il n'y en a pas pour beaucoup, et comme ça toi tu rentabilises ton matos en faisant tes autres projets à côté, puis nous on se retrouve avec Johnny et Cagnard pour faire des émissions et enregistrer des émissions une fois par mois. Et donc une fois par mois on faisait des émissions de 3 heures. Oui. Très radio libre avec des titres d'émissions, il y avait 4 rubriques. C'est ça. Avec 4 titres. En fait moi la dernière référence que j'avais, c'est quand je faisais sur la radio à l'époque quand ça s'appelait Le Move, je faisais les soirées. Et donc j'étais en 20h minuit. Donc pour moi c'était un format normal. Mais bon, un format normal avec des professionnels, des réalisateurs, une équipe, des gens pour tout ce qu'on n'avait pas là quoi. Pour m'aider. Et là on était juste nous 4. C'était folklore. Une bouteille de rosé. Voilà. Une seulement. Pour démarrer, oui. Oui. Et puis voilà. Et puis on se lançait comme ça avec des émissions. Très mal préparé par rapport à aujourd'hui. On a beaucoup tâtonné, c'est vrai que sur ces premières émissions, mais voilà, et c'est comme ça où au fur et à mesure, on s'est dit, attendons, on y prend goût. Mais on peut vraiment dire tout ce qu'on veut, ou presque. C'est chouette, donc allons-y, fonçons. Et c'est comme ça que c'est né. On peut le voir de cette manière-là. Puis il y avait ce truc qu'on avait déjà, ces discussions à rallonge quand on allait boire des coups aussi, tu vois, à comparer les combats de Naruto. Enfin, que ça soit toi Max, que ça soit toi Julie, on a déjà eu ces conversations pendant des heures. Donc il y avait un moment, c'était peut-être rentabiliser l'histoire. On va peut-être enregistrer, non ? Il y a un si on enregistrait nos beuveries. L'idée d'avoir l'apéro, c'était aussi intéressant parce qu'il y avait un podcast qui était assez bon aussi à cette époque qui s'appelait Les Apéros du Capitaine. Ah oui. Qui était aussi super intéressant dans ce cadre-là. Effectivement, on buvait des coups, il y avait d'autres choses. Donc on voulait s'inscrire, on va dire, dans ces formats-là, mais à notre façon. Ouais, dans le truc un peu détente quand même. Ouais, voilà, un peu détente, mais sans être non plus trop mainstream, puisque on avait envie que ça marche, mais on voulait pas parler que de mangas connus, puisque nous, il y avait plein de mangas pas trop connus. De toute façon, le manga, en plus, ça marche moins que l'animé, et on voulait pas parler d'animé non plus. Oui, on est vraiment, spécialiste. Ah bon, on cherchait à ne pas marcher. Si vous voulez la recette pour avoir un podcast qui marche pas. Ouais, c'est vrai qu'on a tout fait pour que ça fonctionne pas. Et puis après, très vite, on s'est dit attendez, mais à 4, on tourne un peu en rond. Et puis surtout sur des émissions de 3 heures. Là, c'est limite, faut faire un changement comme au foot, on remplace. Et puis après, ça serait bien s'il y avait d'autres gens qui nous rejoignaient. Et puis voilà, c'est comme ça que Robin et Julie sont arrivés. Alors moi, je me souviens surtout avoir subi un harcèlement de la part de Cagnard. On participait à l'émission. Il est vrai. Où vraiment on se côtoyait pas mal, on faisait des soirées parce qu'on avait des potes en commun et tout, et donc vraiment à chaque soirée je pense qu'il me ressortait les trucs. Non mais vraiment faudrait que tu viennes et tout, je pense que t'aurais des trucs à te dire et tout. Je crois que j'ai même lancé des mais viens juste boire un coup, tu sais. L'air de rien, le vieux piège. Alors que moi il disait mais si participe, on va prévoir un micro. Si c'est beau, il est là. Mais toi aussi Julie, je crois que je t'ai un peu harcelé pour l'émission. Écoute, je me souviens pas avoir été harcelée, mais je me souviens qu'il y avait une soirée, c'était l'école, les 25 ans d'Animeland, un truc comme ça. Et on s'est posé avec Maxime et on a vraiment parlé. Et je crois que la semaine d'après, j'étais devant un micro. Oh, ça va vite. Un truc comme ça. Revenons aux affaires maintenant, allons-y. Oui, mais après, moi, je trouve ça super de... Punaise, 10 saisons. Mais c'est incroyable. C'est la 10e, attention, on n'est pas encore au bout des 10. Oui. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il y a encore plein de trucs à dire, des nouveautés. Chaque année, on se dit, il y a des dingueries qui sortent en librairie, il faut qu'on en parle. Et moi, ça me fait vraiment super plaisir.
c'est surtout aussi ce qui est assez formidable grâce à cette émission et grâce à vos écoutes, c'est que vous nous poussez à lire plus et donc à être encore plus calé en lecture manga. C'est ça que je trouve assez incroyable par ce podcast, c'est que ça nous pousse à avoir encore plus de connaissances. Moi j'allais dire, quand je lis le Discord, des fois je flippe quand je vois ce qu'ils lisent et ils nous font leur retour de lecture. Je suis là, voilà. Il y a du level. Ils lisent tellement plus que nous. Après, peut-être qu'on va ouvrir des brèches parce que moi j'ai essayé aussi de le faire écouter à certaines personnes qui étaient curieuses mais qui m'ont dit oula, c'est super pointu en fait, et peut-être qu'effectivement parfois on aborde des sujets de façon vraiment j'allais dire inédite quoi. Mais c'était l'idée de toute façon d'être pointu et pointu. Façon de parler, ça fait un peu pompeux. Oui, parce que ce qui est marrant, tu dis qu'on est pointu. Moi, je nous trouve à cheval. Oui. Mais pas du cheval. À cheval, c'est à cheval, oui. Et en même temps, j'ai déjà vu et pas qu'une fois des gens qui qualifiaient le podcast en disant ah non mais eux c'est bien, tu peux écouter, c'est très mainstream. Ah ouais, waouh. C'est super ça. En même temps, moi je voulais pas d'un truc mainstream, tu vois, c'était exactement l'inverse de ce que je voulais, c'est-à-dire moi je voulais parler de tu vois, je voulais m'embrouiller avec des gens sur savoir si Naruto c'est de la merde ou pas, mais parce que pour moi c'est une question très sérieuse, tu vois. Évidemment. Et je voulais qu'on traite le manga sérieusement et pas juste comme un truc oui bon c'est les mangas, c'est un shonen et compagnie. J'avais vraiment envie qu'on s'applique. Et encore, un shonen c'est déjà alors déjà effectivement qu'on s'applique et qu'on amène ce que tu disais aussi quand tu disais moi t'as un mélange de plein de choses, de plein d'influences et tout, et c'est amené aussi cette en fait on fait selon moi un vrai travail de critique quoi, c'est-à-dire qu'on amène la perspective avec on essaye d'injecter d'autres référents culturels, on essaye d'inscrire les œuvres dans l'histoire d'un médium et aussi l'histoire artistique globalement, donc ça fait un peu pompeux dit comme ça, mais je pense que les gens qui écoutent des formats longs, c'est un peu aussi ce qu'ils veulent, c'est-à-dire avoir un peu de profondeur aussi malgré tout, quoi. Que ce soit long mais avec du contenu, quoi, de la densité un peu quand même. Si on faisait 15 minutes pour parler d'un tome 1, je l'aurais arrêté depuis des années. Et on essaye de pas s'exprimer juste comme des fans parce que voilà. Oui, c'est vrai qu'il y avait ce truc qui m'énervait aussi, que beaucoup le voyaient dans les argumentaires, dans la presse et compagnie. Mais genre, ce manga est bien parce qu'il y a des dragons, et ça me faisait péter un plomb. J'étais là, les combats sont jolis car ils sont chorégraphiés. Mais tu peux pas t'arrêter là. Enfin si, je comprends que t'étais obligé aussi de te limiter, tu vois, quand t'écris. Mais c'est trop dommage parce qu'on passe foncièrement à côté de tout ce qui fait la richesse du manga, c'est-à-dire les autres tomes que le tome 1. Tu vois. Oui. Sachant que l'émission en plus est associative, on n'a pas de gains pécuniaires personnels dans cette émission. Malgré tout, il est possible que dans quelques mois il puisse y avoir un peu de publicité au début, à la fin, comme sur tous les autres podcasts. Mais alors pourquoi, si ça se fait, c'est pas encore fait mais si ça se fait, déjà c'est pas nous qui vendrions parce qu'on est incapable de faire ça. On connaît nos on limites. n'a aucunement les compétences pour le faire, donc ce serait pas nous qui le ferions, et surtout ça nous permettrait alors de continuer à acheter, alors non pas des bières mais à louer le studio, et surtout à l'avenir pourquoi pas de faire un truc avec du public, ou de vous inviter quelque part, vous tous qui nous écoutez, et de faire quelque chose d'un peu différent. Voilà ce qu'on ferait avec cet argent si jamais on a de l'argent. Tout à fait. Voilà. Si jamais on a de l'argent, ce qui me paraît tellement de quoi, de l'argent. Mais évidemment, l'idée de l'émission en public, elle est revenue plusieurs fois dans nos discussions. L'une des problématiques qu'on a, c'est que en fait, on n'a pas de visibilité, quoi. Le truc, c'est que on pourrait réserver un lieu et dire voilà, vous venez, on boit un verre et tout, évidemment que ça nous ferait plaisir, mais le problème c'est qu'on n'a aucune visibilité sur le nombre de personnes. Est-ce que vous serez 400? On ne sait pas. Alors 400, non, vraiment j'ai un petit doute, mais en fait quand tu regardes le taux, les écoutes de l'émission, on est à plus de combien j'ai dit, on est à plus de 300 000 écoutes par an, donc malgré tout pour 40 émissions, tu vois, donc oui, c'est worldwide. La Slovaquie est 11e. Formidable. Parfait. 11 points. Moi, je suis toujours ébahi de voir où est-ce qu'on nous écoute à l'étranger, et j'ai vu la Slovaquie arriver devant plein d'autres pays.
Voilà, je change totalement de sujet, pardon. Mais voilà, on est en train d'y réfléchir. On essaye de trouver une méthode. Tout où on se dit que voilà, on va pas trop y perdre non plus en réservant un bar. Et finalement, il y a 2 personnes qui sont là et on doit tout payer de notre poche. Tu vois, et tout boire. Et tout boire en plus. D'essayer de trouver un truc où voilà, on peut faire quelque chose entre les deux, et évidemment la question ne se pose pas. On a évidemment envie de vous rencontrer. Moi je sais que l'un des moteurs de ce podcast, c'est évidemment les messages que vous nous envoyez, les commentaires, c'est le partage quoi. En fait. Ouais, c'est ça. C'est aussi pour ça qu'on avait ouvert un Discord à l'époque, et c'est honnêtement, moi je suis super content du résultat. Je trouve ton idée. Non mais franchement je trouve que c'est vraiment le lieu maintenant privilégié, nous, qu'on utilise pour échanger, parce qu'on trouve ça plus facile, et on est beaucoup trop nul en réseaux sociaux pour nous éparpiller, donc on en a un où on est bien. Désolé. Et c'est très cool quoi, parce que franchement je trouve les échanges sont de grande qualité, c'est super bienveillant, il y a franchement voilà, c'est trop bien. Vous devinerez jamais le 9e pays où on a le plus d'écoute. Le Gabon, t'avais pas le Gabon à un moment donné sur Spotify uniquement. Sur Spotify à votre avis, c'est le 9e. Alors c'est un pays vraiment complètement. C'est un pays complètement pas en Europe. Si tu me dis l'Ukraine, j'avoue, je vais te dire qu'il doit y avoir un truc, ça va. Le Nicaragua. Non. C'est une île peut-être d'abord. Madagascar. Non, c'est une très grande île. L'Australie. Tout à fait. On est qui nous écoute en Australie, mais qu'est-ce que toi qui nous écoutes en Australie. Des expatriés probablement. Et Mexique 7e quoi. Non, Mexique c'est normal, c'est Madaron. Ah oui, okay, ça va. Ça c'est bon. Et l'Allemagne 6e. En tout cas, si vous nous écoutez de l'étranger lointain, manifestez-vous, on serait curieux de savoir qu'est-ce qui vous a fait découvrir notre podcast. Et puis surtout, pourquoi vous êtes là-bas? Ou alors, si je te dis, c'est des expats, pourquoi vous avez des VPN mais c'est vrai. Les pirates. Expliquez-nous pourquoi vous utilisez votre VPN pour nous écouter sur Spotify. Parce que c'est gratuit. Et expliquez-nous ce que c'est un VPN aussi, si on a marre là. Alors NordVPN, on fera bientôt des pubs dessus. C'est vrai. Ça serait bien, ça serait bien. Non. Moi, tout le monde le fait en même temps. Quitte à ce qu'on fasse des pubs, je veux que ce soit NordVPN. C'est ceux qui payent le plus, a priori. Est-ce qu'on pourrait leur écrire bonjour, en fait, vous faites des pubs chez tout le monde et pas chez nous. Moi, je veux Red Shadow Legend et NordVPN, quoi. Ouais, Johnny va être content pour Red Shadow Legend. C'est quoi Red Shadow Legend? C'est un jeu gratuit. Je sais pas, il y a tout le temps des pubs de ça. Enfin, gratuit. Peut-être que ça a changé d'ailleurs. C'est peut-être, je suis déjà un gros boomer en disant ça, c'est peut-être plus les pubs à la mode, mais à l'époque, c'était Red Shadow Legend partout. Mais effectivement, même les publicités, moi je suis un petit peu moyen pour et compagnie, mais sur tous les autres podcasts que j'écoute, on peut les passer. Du coup, moi ça me va. Si les gens peuvent passer les pubs. Bien sûr que vous pourrez les passer, puisqu'elles seront au début, au milieu, à la fin, si jamais il y en a. Ça veut dire que vous avez le plus 30 secondes. Oui. Bon, voilà. C'est fait. Et c'est pas fait de toute façon, c'est absolument pas fait. Les pubs, on n'a pas commencé. Ah oui, absolument. Pub, bien sûr. Pour l'instant, rien n'est fait. Tout est à construire. Parce que je n'avais pas compris cette phrase. Sinon, le message de la pub, c'est n'écoutez pas la pub. T'as pas lu la dernière fiche du conducteur? C'était recto verso. Mon Dieu, les conducteurs. Et comme ils sont devenus slim au fil des années. On s'est affûté. À une époque, je pense qu'on scriptait intégralement les émissions. Ça rendait Maxime fou. Mes premières émissions, j'écrivais mes notes dans un petit cahier et tout, je me rappelle, j'étais très bon élève. Mais tu sais, Julie fait ça encore. Moi, je fais encore ça, mais parce que je suis. Mais parce qu'elle amène des vraies datas, nous. C'est ça. Et qu'elle a pas d'imprimante. Aussi. Ça, c'est l'autre clé aussi de cette petite information. Oui, offrez des cahiers à Julie pour qu'elle puisse encore écrire plus de notes. Oh, c'est gentil. Ouais, j'adore. Je collectionne les cahiers. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci. Si vous êtes en vacances, profitez bien de ces vacances de la Toussaint. Allez en famille au ski. Ouais, au ski. Halloween. Il y a Halloween. Faites tout ça. Ouais, voilà. Faites tout ça. Voilà. Très bien. Amusez-vous bien. Merci à tous. Vraiment pour tous vos messages, vos encouragements, vos critiques aussi, c'est constructeur parfois. Ouais, enfin, les critiques, essayez de calmer quand même. Voilà, vous aurez Cagnard qui répondra agréablement à tous vos messages. Vous avez Julie et Cagnard. Ouais, le boomer binaire là, ça va quoi. Les force pas à critiquer non plus. Mais non, mais en tout cas, c'est toujours agréable effectivement de lire vos retours. Et en plus, comme disait Robin tout à l'heure, il faut vraiment qu'on fasse des trucs pour rester. On se maintient au niveau. Faut se maintenir au niveau. Alors le marché a baissé, mais pas les écoutes. Non.
C'est là où on peut se dire que ça va, on n'était pas en effet de mode. On est vieux comme vous. Pardon, non, c'est pas ça que je voulais dire. Pas du tout. Comment on termine une FAQ ? Est-ce que c'est nous qui posons une question aux auditeurs ? Non, on termine en disant merci de nous avoir écoutés. Ouais. Au revoir, à la semaine prochaine, tout ça. Ciao, salut, tu vois, comme d'habitude, quoi. Ok. Un peu décevant, mais c'est parti. Merci Julie, merci Kenya, merci Robin. Merci Maxime. Et merci à vous. Merci Pika. Merci de nous avoir écoutés. Ciao à tous. Salut. Salut.